Eh bien, bonjour à tous, je suis ravi de vous recevoir sur ce plateau. Aujourd'hui, on va avoir une discussion avec Clément Bourdi, une personne avec qui je travaille depuis plusieurs semaines et qui a lancé sa propre lettre d'investissement. Je suis vraiment ravi qu'il soit là avec nous aujourd'hui sur le plateau parce qu'il est en train de préparer quelque chose d'assez extraordinaire. Sur sa lettre, il y a déjà plusieurs milliers de personnes qui le suivent. Il connaît un grand succès, mais il ne s'est pas encore présenté au public. Donc la vidéo que vous allez regarder est vraiment l'entrée officielle de Clément Bourdi dans l'univers de Vauban. C'est la première fois qu'il se met devant les caméras, c'est la première fois qu'il répondra à nos questions. Et je vais vous raconter toute l'histoire de notre rencontre, pourquoi j'ai décidé de travailler avec lui, qu'est-ce qu'il peut vous apporter à vous en tant qu'investisseur, et surtout, quelle est sa méthode et qu'est-ce qui fait qu'il propose réellement quelque chose d'unique dans sa newsletter qui s'appelle l'investisseur de crise. Quand j'ai entendu parler de Clément pour la première fois, on m'a dit que c'était quelqu'un qui avait fait en seulement 2 trades une performance de 2500% de plus-value. Quelque chose de complètement incroyable. J'ai moi-même eu de la peine à le croire. Et donc, je me suis assis avec lui à l'époque. Il travaillait sur un autre projet. Je me suis arrangé pour le rencontrer, pour qu'il me dise comment il avait fait quelque chose d'aussi fou. En plus, il n'avait pas 30 ans quand il a fait ça. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Clément, bonjour, merci d'être là. Bienvenue sur le plateau de Vauban Éditions. Bonjour Lucas, merci de me recevoir. 2500%, alors, c'est vrai? Oui, alors en 2 ans, c'est un trade un peu particulier parce qu'à l'époque, je prenais beaucoup de risques. Donc j'ai réinvesti les montants 2 fois d'affilée. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, les règles d'investissement classiques, disons qu'on ne peut pas faire, comme on dit, all-in sur des valeurs 2 fois d'affilée et de réinvestir des gains comme je l'ai fait. Moi, j'ai pris des risques à l'époque parce que mon contexte personnel me le permettait et aussi parce que, d'une certaine façon, ça va peut-être paraître un peu prétentieux de le dire, mais c'est pas que j'étais sûr, mais j'étais dans une phase où, c'était sur les biotech à l'époque, j'étais dans une phase où l'investissement était, où il y avait de grandes chances de réussite. Donc j'ai réinvesti, donc j'ai fait un premier coup, c'était sur Inet Pharma à l'époque en 2013. Inet Pharma? Oui, c'était une entreprise de biotechnologie qui s'occupe de développer des anticorps monoclonaux pour le traitement du cancer. Bon, après, c'est sûr que dans la biotech, il faut des connaissances, etc. Donc j'avais beaucoup investi sur le sujet à l'époque. Et donc voilà, c'était une biotech à l'époque donc sur le marché français. J'ai toujours investi sur le marché français. Qui a suivi en fait la bulle biotech qu'il y a eu sur le marché américain, qui en fait c'est un phénomène de contagion jusqu'en Europe. Voilà, oui, exactement. Contagion, c'est peut-être un terme un peu péjoratif, mais en tout cas, voilà, c'est une vague qui est arrivée chez nous. Les Américains sont intéressés à ces valeurs, etc. Donc c'est des valeurs françaises qui ont été très dynamiques entre 2013 et 2015. Et donc moi j'ai acheté en premier donc Inet Pharma alors moi j'ai dégagé une performance alors j'ai plus le chiffre exact, mais c'est 300% de l'achat à la vente. Mais bien sûr, comme tu le sais, on n'achète jamais au plus bas et on vend jamais au plus haut. Donc moi ma performance c'est 300%, mais la société dans sa vague entière, dans son entièreté, a fait une performance elle a été multipliée par 17 il me semble. Elle est passée de 1,50 € à 18. Moi bien sûr, je l'ai vendu un peu tard, comme c'est inévitable parce que bien sûr, il y a autre chose à gérer quand on est sur des investissements qui augmentent. Après, c'est d'autres choses à gérer que de se demander si la boîte est viable, s'il y a un potentiel, etc. Après, c'est d'autres questions, on s'attache à la valeur, etc. Et comme je porte beaucoup d'intérêt à la finance comportementale, il y a d'autres choses à prendre en compte. Donc ça, je l'ai vécu, ce raisonnement, on va dire. Donc j'ai réussi à la vendre et ensuite j'ai réinvesti directement dans une autre valeur qui a fait, alors celle-ci, elle m'a permis de dégager une performance de 2 x 7, de 600%. Donc sur un montant que j'avais déjà investi et donc cumulé, la performance est de 2500%. Et voilà, là on parle de 2 années, moi j'ai investi depuis 2008, j'ai commencé en 2008 pendant la crise. J'ai eu des années aussi où j'ai eu des belles performances, j'en parle pas parce que bon, on peut pas parler de tout. J'ai des années aussi où j'ai eu des moins bonnes performances, c'est inévitable. Mais en tout cas, mes 2 meilleures années, ça reste 2013, 2014, 2015. En tout cas, 2014-2015. Et en 2015, je suis sorti d'Adocia. Alors Adocia, c'était aussi une biotech française qui elle, a eu sa vague après. Donc voilà, et donc j'avais repéré grâce on va en parler, mais à des outils que j'ai développés moi-même pour investir sur des valeurs qui ont
voilà, des potentiels qu'à l'époque, plus jeune, je cherchais vraiment du dynamisme. Je me suis toujours un peu ennuyé sur les actions. C'est quelque chose qu'on trouve souvent chez les investisseurs débutants, l'envie de faire des gros coups. Toi, c'est ce que tu as fait? Exactement, oui, voilà. Quand j'ai débuté en 2008, je suis arrivé sur des marchés qui étaient extrêmement volatiles, extrêmement dangereux aussi, hein, y a pas, quand ça baisse comme ça, mais aussi qui offrent des opportunités qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et quand j'ai commencé, oui, j'ai voulu chercher le gain, j'étais jeune et je jouais des petites mises, donc c'était vraiment prise de risque maximale, j'étais joueur. Donc bien sûr, moi je ne respectais pas, pour moi personnellement, comment dire, les canons des règles de voilà, l'investissement prudent. Exactement, qu'aujourd'hui, maintenant, j'applique à 100% parce qu'elles sont inévitables pour améliorer une stratégie qu'on a déjà développée. Mais en tout cas, moi, au début, je testais ma stratégie que j'avais développée les quelques années qui précédaient. J'ai testé, mais à fond. C'est-à-dire que, voilà. Pour clarifier, tu n'as pas investi à cette époque seulement sur 2 biotech, tu avais un portefeuille complet. Non, oui, bien sûr. J'avais un portefeuille complet, plus de valeurs. Je fais la différence entre les valeurs rentables, rentables vraiment long terme. J'étais jeune, donc j'ai effectivement diversifié un peu sur des valeurs classiques, on va dire. Et par contre, j'ai gardé une part de mon capital pour faire le maximum de perf. Et pour qu'on soit bien clair, tu dis bien que même si tu as investi des fortes parties de ton capital à l'époque sur une seule valeur risquée, il n'empêche que tu as bien investi des valeurs, des montants que tu pouvais te permettre de perdre. Bien sûr. C'est important de le dire, et qui étaient faibles. En revanche, les gains que tu as obtenus à partir de ce faible montant étaient très élevés. Donc, comme je dis, c'est 2500%, tu me corrigeras si je me trompe. Ça veut dire que si tu avais mis 1000 €, je ne sais pas combien tu as mis, hein, pour qu'on soit clair, je ne sais pas combien tu as gagné à l'époque, mais si tu avais mis 1000 €, tu en as récolté 26 000 derrière. Exactement. Ça veut dire qu'en fait, les investissements que tu as faits, sans prendre un risque démesuré, t'ont permis de complètement changer ta capacité financière et le niveau de ton compte en banque. Et j'imagine que tu as quand même investi un petit peu plus que 1000 €. Alors oui, un petit peu plus. Bon, c'est pas la question des montants, etc. J'étais jeune et étudiant en même temps, donc c'est sûr que je n'ai pas joué des fortes sommes. Et au-delà de ça, je pense que même si j'avais eu des moyens plus importants, je n'aurais pas joué plus. Parce que comme tu le dis, c'est des montants qu'on ne doit pas s'attendre à perdre dans leur entièreté, mais par contre, c'est des montants qu'on peut... voilà, moi je suis spécialisé, je me considère comme plutôt un analyste des small caps françaises, donc les petites valeurs sont des valeurs quand même très, très dangereuses, avec beaucoup de volatilité, donc c'est-à-dire, moi quand j'investissais, il n'était pas impossible de passer 3-4 mois à 30-40% sous la valeur d'achat. Parce que on n'achète jamais au plus bas, mais totalement voilà, normal. Voilà, le plus important sur ces valeurs, c'est le fait de se placer dessus. Et ensuite, voilà, une fois qu'on est dans la vague, parce que c'est ce que je vise, c'est vraiment ça ce que je vise moi, c'est de vendre au meilleur moment. Voilà. Après, les gains qu'on dégage de ça, on peut les réinvestir, etc. Moi, c'est pas ce que j'ai fait. Je l'ai utilisé pour du développement personnel, pour le voyage, etc. Parce que c'est ce qui m'était important à l'époque. Mais c'est vrai qu'investir sur des petites valeurs, c'est une philosophie tout autre que d'investir sur des grosses valeurs du CAC 40, où là aussi j'ai une stratégie bien particulière, mais en tout cas, pour ce que je propose à court terme là, c'est une stratégie vraiment où on joue un peu, pas les fonds de tiroir, parce que ce serait un peu délicat de dire ça pour des investissements, mais en tout cas, en plus ils sont bien plus utiles que des investissements sur des grosses valeurs. Voilà, il faut se préparer. Voilà, c'est de l'argent qu'il faut vraiment se préparer à perdre. Même si bien sûr la stratégie c'est de gagner, c'est l'ambivalence. Mais c'est justement ce qui est aussi étonnant dans ton histoire, c'est que on entend souvent le terme de vendeur de rêve pour ce qui touche à la finance. On dit souvent que c'est impossible de faire de gros gains, ou tout au moins qu'on ne peut pas les garder. Toi, en fait, tu as vécu ce rêve de milliers d'investisseurs à travers le monde, qui est de dire je mets une petite somme et je vais faire des voyages à travers le monde avec ce que j'ai gagné, oui, alors que je suis parti avec une très petite somme de base. C'est quand même quelque chose qui est assez incroyable. Est-ce que tu te considères comme une exception, ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est atteignable pour un investisseur s'il a un petit peu de réussite ? Quel est ton point de vue par rapport à ça ?
Mais je pense que mon histoire et les 2500% qui se font sur une valeur, enfin deux valeurs, en 2 ans, avec un investissement à 100%, et en réinvestissant les gains, elle est unique dans le sens que de toute façon, moi je ne vais pas proposer ça puisque c'est quelque chose que moi je me permets de faire, mais que je ne permettrai pas, que j'accepterai pas de mettre quelqu'un dans le risque comme ça. Moi je l'ai fait parce que, bon, bien sûr, voilà, j'étais joueur, donc, mais ça n'empêche que je l'ai fait parce que aussi j'avais des outils qui m'ont permis de le faire. C'est pas le fruit du hasard, même si bien sûr au début, quand j'ai commencé en 2008, j'ai commencé à faire des petits coups. Au début, bien sûr, j'ai des gens autour de moi qui m'ont dit bon, bien sûr, il y a la chance du débutant. Ensuite, on se dit bon, ok, 2 coups d'affilée, 3. Bon, alors bien sûr, il y a parfois aussi des pertes. Mais quand j'ai aligné les deux coups principaux entre 2013 et 2015, là, les gens se sont quand même dit ok, voilà. Et c'est à partir de là qu'on a commencé pas à me demander des conseils, que j'ai toujours refusé de faire d'ailleurs, mais on s'est dit ok, il a une approche viable, il a quelque chose qui est utile sur le marché. Et moi aussi d'ailleurs, au début, j'ai développé ma stratégie parce que j'étais passionné par la finance comportementale. J'ai commencé à observer le marché de manière complètement... Bon, j'étais jeune, j'avais 15 ans, de manière complètement autonome. Loin du monde un peu de la finance, etc. J'étais pas du tout dans l'algorithme, pas du tout dans le high frequency trading, là, ces opérations qui sont passées à toute vitesse. J'ai fait ça vraiment en approche vraiment d'observation, de spectateur. Et ces premières années m'ont permis de peut-être de voir les choses différemment. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, j'ai une approche qu'à ma connaissance, je n'ai jamais retrouvée sur les forums boursiers à l'époque où j'étais un intervenant. J'ai jamais retrouvé quelqu'un qui m'a dit à peu près comment j'observais les choses de la même façon en fait. Donc tu nous expliques là que tu as en fait une méthode maison qui prend des éléments d'analyse existants et avec lesquels tu fais ta propre sauce en fait. Exactement, oui. En fait, tout est lié, hein. Donc quand j'ai commencé en 2008 et que j'étais joueur, j'ai cherché le risque. Et pour chercher le risque, on va chercher les petites valeurs. Donc d'emblée en 2008, j'ai commencé sur des valeurs, j'ai commencé à observer des valeurs qui étaient peu liquides, donc peu échangées, où il n'y a pas beaucoup d'intervenants. Mais quand il n'y a pas beaucoup d'intervenants, on peut plus facilement, dans les volumes, etc., dans le carnet d'ordre, voir les choses plus facilement. C'est une façon de parler, hein. Et donc j'ai appris à observer comme ça. Et j'ai surtout découvert, quand j'étais plus jeune, que ce qui était le plus important sur ces valeurs, c'était les investisseurs institutionnels. Alors moi j'utilise ce terme d'investisseur institutionnel pour englober un peu tous les investisseurs pros, et même d'ailleurs des investisseurs qui investissent des gros montants sur les small caps, parce que j'ai remarqué avec le temps, par expérience, qu'ils ne sont jamais là par hasard. Il y a toujours une raison. Je ne dis pas bien sûr qu'ils ont des informations qu'on n'a pas, non, mais ils ont une technologie, ils ont une expertise plus poussée, et surtout, eux-mêmes, en arrivant sur la valeur, ils créent les conditions qui font que le cours va pouvoir augmenter après. C'est un peu compliqué à comprendre comme ça, je l'ai expliqué dans mes dernières lettres pour les lecteurs si des lecteurs nous regardent actuellement. J'ai expliqué cette histoire de verrouillage du capital par rapport au flottant, etc. J'essaie de rester clair parce que c'est quand même des notions assez compliquées. Mais voilà, j'ai construit ma stratégie, alors il n'y a pas que ça, mais j'ai construit ma stratégie autour de suivre vraiment les investisseurs pros qui, eux, alors, savent ce qu'ils font. Je ne dis pas que je ne sais pas ce que je veux faire, mais par contre, ils gagnent systématiquement. Et ça, ce n'est pas une légende, hein. Ils ont des taux de croissance. Alors voilà, les fonds d'investissement font aussi du growth sur le CAC 40, sur des grosses valeurs, mais ils investissent aussi sur des small caps, et sur ces small caps-là, ils font systématiquement des performances de dingue, hein. Moi, d'expérience, en 15 ans, j'ai toujours vu des fonds d'investissement mais sortir toujours au bon moment et puis arriver toujours avant moi. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, ok, bon, voilà, on est sur des valeurs où il y a peu de volume. Et donc toi, ce que tu as dit, c'est que comment on fait pour les repérer? Je veux les suivre. Oui, exactement. Je veux voir exactement. quand ils rentrent sur une valeur, le plus vite possible, rentrer avec eux ou juste après eux et sortir avec eux. En même temps, puisque voilà, donc j'ai développé une analyse. Au début, c'était un peu décousu, mais après, je l'ai systématisé pour pouvoir faire en 3 étapes qui me permettent de valider si une action est travaillée. Quand on dit travailler le cours, c'est un terme un peu technique, mais c'est plus simplement pour dire en fait que quand quelqu'un avec des gros montants veut investir sur une valeur avec peu de volume, il se heurte à un problème, c'est qu'il va déséquilibrer l'offre et la demande, et en même temps il veut rester discret. Donc pour
pouvoir rentrer sur la valeur sans déséquilibrer le jeu de l'offre et la demande, il va travailler le cours. Donc il y a des techniques qu'on utiliserait nous-mêmes si on avait, voilà, quand on a une force de frappe sur le marché, on ne peut pas juste rentrer dans le marché comme ça et se dire ok, je rentre sur le marché, j'achète tout et puis je prends 15%. Non, on essaye toujours pas d'arbitrer, mais d'optimiser l'achat. Pour éclaircir pour les spectateurs, en fait, ce que tu expliques là, c'est que si tu as des gros montants à investir, que ce soit à l'achat ou à la vente, tu vas faire bouger le cours si tu fais tout d'un seul coup comme un éléphant. Exactement. Et donc, tu veux passer un petit peu en mode sous-marin pour gérer tes trades petit à petit et les faire passer avec une certaine discrétion parce que tu n'as justement pas envie d'être repéré et tu as envie que le prix reste stable au fur et à mesure que tu te places ou que tu sors. Exactement. Et le but, c'est de laisser, quand les investisseurs institutionnels s'intéressent à une valeur, c'est qu'ils aient le temps, eux, d'accumuler la valeur. Donc, c'est-à-dire, ils accumulent les titres, parce qu'eux, ils n'en achètent pas 500, 1000, ils en achètent des millions. Donc, ils accumulent le capital, ils le stockent, ils gardent les titres. Mais pour rester discret, cette phase-là, on appelle ça une phase d'accumulation en fait, de titres, tout simplement. Pour rester discret, ils le font avec des techniques de ramassage, des petits ordres, etc., pour que ça se fasse en douceur. Le problème, c'est que, voilà, pour pas que le marché commence à frétiller et se dise « Ouh là là, il y a une valeur qui clignote là sur mon carnet de bord, enfin mon tableau de bord », ils font ça discrètement. Et voilà. Et moi, j'ai développé un outil qui permet, en tout cas le plus souvent, ça ne marche pas à tous les coups, mais en tout cas qui permet de repérer ce genre de mouvement, en plus d'une analyse fondamentale classique d'une société. Bien sûr, on n'investit pas... Enfin, tout est lié. Si des investisseurs institutionnels travaillent le cours, c'est qu'on a affaire quand même à une action qui n'est pas une société qui a des perspectives intéressantes. Donc voilà, après il y a une analyse fondamentale et puis une analyse technique pour rentrer au bon moment sur les titres. Mais on va dire que la plus grosse partie de mon travail, c'est ça. C'est vraiment de me placer sur des valeurs qui sont désirables pour les investisseurs institutionnels, mais qui ne sont pas encore visibles sur le marché. C'est vraiment très intéressant et c'est vraiment ce qui me plaît dans ton approche. C'est très rigoureux et puis ça demande une observation très fine des mouvements des achats et des ventes. Et c'est quelque chose, je pense, qui fait vraiment la valeur ajoutée de ta lettre, donc qui s'appelle l'investisseur de crise. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as décidé d'appeler ça l'investisseur de crise ? Ça tombait à un moment vraiment particulier puisqu'on a lancé ta lettre en plein pendant le Corona Crash et toi-même, tu as vraiment commencé à investir pendant la crise de 2008. Voilà, alors ça, c'est l'investisseur de crise, c'est vraiment j'ai toujours, depuis que j'ai commencé en bourse, c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Alors bien sûr, c'est ressorti au moment où on en a discuté parce que c'est toujours quelque chose que j'ai ramené toujours ça, enfin, parce que j'ai débuté sur les marchés au moment où ils baissaient. J'ai eu 18 ans en 2008, donc comme j'étais passionné par la bourse avant, il était évident que j'allais investir, faire mes premières armes et mes premiers pas sur un marché baissier. Donc j'ai eu la chance d'un côté de rentrer sur des marchés qui étaient quand même relativement bas. Et je sais pas, c'est là où j'ai fait mes premiers coups, je me suis senti à l'aise. Les marchés qui baissent, ça m'a toujours... moi, quand les gens paniquent, ça m'a toujours... je sais pas, je sais rester calme dans ces moments-là. Donc, les marchés en 2008, je les ai trouvés... j'ai trouvé qu'il y avait plein d'opportunités. Et j'en ai cueilli quelques-unes, forcément, parce qu'en 2008, les marchés étaient au plus bas depuis... quasiment peut-être pas le siècle, mais enfin, si on compte le siècle, 21e siècle, on y est. Mais en tout cas, voilà pourquoi je me fais appeler, voilà pourquoi l'investisseur de crise est sorti du panier, parce que je me suis toujours senti à l'aise. J'ai eu une expérience en salle de marché en 2011 dans une banque luxembourgeoise où justement à ce moment-là, on est rentré dans une période de forte turbulence l'été parce qu'on a eu une résurgence de la crise de la dette qui a complètement paniqué les marchés. En plus, ça a été dur parce que bon, on est quand même jeune, on sort des études, on est optimiste sur le monde et on se prend une crise de la dette où on se dit mais putain, le système capitaliste va se casser la gueule. À l'époque, c'était donc une crise très européenne avec la dette de la Grèce. Ouais, voilà, c'était ça. Les taux d'emprunt, les taux d'intérêt des pays sur le marché obligataire, c'était complètement... les spreads avaient explosé, donc on avait l'Italie qui se finançait à 7-8%. On se demandait où allait le monde, en tout cas l'Europe. En tout cas, comme l'Europe était assez grosse pour faire des vagues sur le monde, il y a eu une période de stress assez intense, et j'étais en salle de marché à cet instant-là, enfin à ce moment, pendant cette phase-là, et pareil, j'ai trouvé ça passionnant.
Et voilà, et de fil en aiguille, alors ce qui est incroyable, c'est qu'on s'est rencontrés au moment où justement on arrive dans cette crise qui est complètement ahurissante par sa brutalité déjà, parce que bon, ça on ne le savait pas encore au moment où on se voyait, mais on était en plein dedans, et aussi par le côté unique. J'ai fait des études d'économie, donc c'est vrai qu'on ne m'a pas appris à raisonner sur des marchés où on arrête volontairement les économies. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de questions, peu de réponses. C'est pour ça qu'il faut aussi prendre ça en compte dans une stratégie future d'investissement à court terme. Mais en tout cas, voilà, l'investisseur de crise, c'était parfait parce qu'en mars, quand on s'est rencontrés, les marchés étaient juste passionnants. C'est un peu triste de dire ça parce que la situation était vraiment anxiogène à cette époque-là. Mais voilà, c'est l'investisseur de crise à ce moment-là, et on l'a tous en nous, hein, finalement, et c'est pour ça que les marchés ont rebondi. L'investisseur de crise sait que, voilà, quand le marché s'effondre, quand l'incendie a tout brûlé, qu'est-ce qui reste? La résilience, et les marchés, ils ont cette résilience. Et voilà, voilà. Donc, il faut savoir aussi, voilà, l'investisseur de crise. Donc, ce que tu nous dis, c'est que oui, tu es maintenant dans un moment où tu es particulièrement à l'aise. Ça tombait très bien justement qu'on se soit rencontrés parce que tu nous as expliqué que tu as travaillé un certain temps dans une banque luxembourgeoise et que cette expérience n'avait pas forcément été très agréable pour toi. En fait, tu t'es pas senti comme un poisson dans l'eau dans le bancaire, quand bien même tu as une grande passion pour les marchés qui t'a jamais quitté. Je sais par les discussions qu'on a eues que tu es très content d'avoir lancé l'investisseur de crise parce que ça te permet de parler des marchés, de ta passion, de parler de ton goût pour l'investissement avec beaucoup plus de liberté et d'une manière qui n'est pas la même que celle que tu pourrais avoir dans une banque. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus là-dessus et sur ta vision de ta lettre, ce que tu aimerais apporter au lecteur avec ça? Bien sûr. Alors, juste pour clarifier quelque chose, parce que c'est vrai que l'investisseur de crise peut porter à confusion par rapport au thème de la lettre, mais c'est vrai que l'objectif n'est pas de… bien sûr, on peut profiter de la crise pour s'enrichir. Malheureusement, il y en a qui le font. On peut shorter les marchés, etc. Moi, c'est pas même si c'est l'investisseur de crise, c'est pas du tout mon créneau. Je joue toujours à la hausse parce que de toute façon, je suis haussier. Je suis pour la stabilité du système. Je préfère que les marchés montent, c'est comme ça. Maintenant, quand la crise est passée et que le marché a baissé, l'investisseur de crise, il est là pour voilà, investir les dossiers, les entreprises qui repartiront plus vite, qui surperformeront le marché et toutes ces choses-là. Donc voilà, investisseur de crise dans le sens, on n'est pas là pour shorter les marchés ou pour espérer la fin du monde. Ensuite, voilà, quand j'ai travaillé en salle de marché, j'avais déjà ma propre stratégie. Et mon rêve parallèle, c'était de devenir trader, forcément. Alors, au-delà des raisons personnelles qui m'ont pas conduit, au-delà des raisons personnelles qui m'ont montré que ce projet était un peu, par rapport à mon caractère, était un peu, voilà. Il y a aussi que j'ai découvert un monde très fermé en fait, et très mathématisé, même si ma stratégie, il y a forcément une partie de maths, et qui m'empêchait en fait, j'aurais aimé développer moi-même ma stratégie, et en tout cas en salle de marché, on m'aurait pas permis à court terme de le faire. Donc pour des raisons, voilà, cette expérience m'a surtout ramené à ma volonté de rester indépendant et surtout de rester indépendant dans l'analyse que j'ai de la bourse, qui est quand même assez contrarienne par rapport au monde de la finance malgré tout. Pour ceux de nouveau qui ont lu mes lettres, on est quand même sur quelque chose où voilà, je suis contre cette finance algorithmique, je suis contre cette finance de la vitesse, etc., de la recherche de la vitesse, de réduire les fils de prise Internet pour réduire la rapidité, pour réduire le temps, sur le temps avec lequel votre ordre va arriver sur le marché. Enfin, pour moi, tout ça, c'est du délire. Pour moi, de l'investissement, ça reste de l'investissement, ça reste, on achète une part de capital d'une entreprise, on est là pour la soutenir, pas pour… Et voilà, et pour moi, le monde de la finance est là un peu pour jouer la patate chaude à court terme de la faiblesse des investisseurs qui craquent, qui font des mouvements, qui font le marché en fait à court terme. Et c'est pas du tout ma vision.
malgré tout, comme le marché en tant que tel, d'échange à échange, ne crée pas de richesse, je ne parle pas des entreprises, je parle entre investisseurs, ne crée pas de richesse d'un investisseur à l'autre, on reste quand même je sais que ce n'est pas partagé par tout le monde cette vision-là, mais on reste quand même malgré tout dans un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas gagner si derrière il n'y a pas des nouveaux investisseurs, des nouveaux actionnaires qui arrivent et qui font monter les cours. Enfin, sans les autres, en bourse, on n'est rien. Donc, et en même temps, le marché, voilà, c'est des vases communicants. Donc, et la finance arrive là avec tous leurs outils qui sont très performants et qui pipent le jeu complètement, et qui pipent le dé plutôt. Et du coup, vous arrivez là, investisseur, pour jouer, vous voulez investir sur des actions françaises, soutenir l'économie française, peu importe vos raisons, vous gagnez de l'argent tout simplement, et vous arrivez là et vous avez des boîtes en tout cas des banques qui savent mieux que vous le prochain pas que vous allez faire. Et ça, voilà, je l'ai vu en salle de marché, et moi j'ai vraiment eu du mal avec ça, donc c'est pour ça que, comme ma stratégie va un peu à l'encontre de ça, j'étais bloqué. Donc tu as vécu en live ce qui est raconté dans le détail dans le livre qui s'appelle Flash Boys, je ne sais pas si tu l'as lu. Non, mais j'imagine. C'est un livre qui a été écrit, je crois, à la suite autour de 2008, et qui explique comment est née toute l'industrie du trading à haute fréquence. Et donc de ces gens qui étaient capables de lancer des travaux à travers les États américains pour tirer des lignes numériques, pour passer leurs ordres avant les autres et en fait anticiper, recevoir les informations avant les investisseurs eux-mêmes et pour pouvoir tirer parti de cette information qu'ils avaient avant les autres, voilà. Qui est une forme de triche légale en fait, et qui fait que le trading à haute fréquence est vraiment très critiqué. Et donc le fait que tu l'aies vu, je pense, a fait un peu de la douche froide chez toi. Exactement, c'est que voilà, on peut partir contre ça, contre toutes les dérives du système, il y en a plein, c'est comme ça, le système capitaliste a tous ses défauts. Mais sur les marchés financiers, moi ma vision c'est une vision d'investissement voilà, peut-être un peu naïve, mais en tout cas c'est celle qui à long terme est la plus stable, et c'est celle qui, je pense, vous fait gagner en tout cas. Et donc la vision en fait que tu défends aujourd'hui, pour résumer, c'est celle qui t'a permis de faire des super performances en observant les cours et les carnets d'ordre, etc. Toutes les choses que tu observes en fait, et tu veux utiliser cette stratégie pour créer un portefeuille plus équilibré, une manière d'investir équilibrée, plutôt à la hausse, sur des petites valeurs qui vont décoller très rapidement. Exactement. Moi, mon objectif sur les small caps, c'est de choisir le meilleur, de la crème des small caps. Sur le marché français, bien que décrié par rapport au marché américain, qui est beaucoup plus performant, ça on ne peut pas se le cacher, le marché français est quand même dynamique. On a des très très beaux dossiers. Tous les ans, il y a des boîtes qui performent et qui font des performances pas exceptionnelles, j'aime pas en faire des tonnes, mais il y a des très beaux dossiers, j'en ai surfé. Il y a des boîtes qui méritent vraiment qu'on achète, qui méritent qu'on les détienne en portefeuille tout simplement. Pour les résidents français, il y a une fiscalité qui est aussi beaucoup plus douce. Voilà, alors ça, voilà, c'est important de le dire. Alors il faut le prendre absolument en compte, parce que quand on commence à scorer sur le marché des small caps, on est amené à mettre la main au portefeuille en termes de taxes beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. J'en ai fait la meilleure expérience. Voilà, c'est comme ça. Mais il y a beaucoup d'outils qui ont été développés pour... en fait, il faut partir du principe que de toute façon, l'investissement dans les small caps est quelque chose de vertueux pour les entreprises et pour les investisseurs. Pour les entreprises, parce qu'on soutient leur cours. Il y a plein de... Je ne vais pas dire toutes les raisons, mais il y a plein de raisons à ce que ces sociétés-là on soutienne leur cours, et encore plus en ce moment. Et de l'autre, forcément, l'État français, en tout cas, apporte un bénéfice pour l'investisseur qui prend ce risque-là de détenir en portefeuille des sociétés qui sont bien sûr plus risquées que EDF ou Total, sans faire de comparaison. Et donc, il s'arrange pour que la taxation soit moins forte, voire inexistante dans le cadre d'un PEA, on investit sur des actions françaises ou européennes. En faisant bien les choses dans les small caps, on divise par 2 le niveau des taxes. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Et pourtant, c'est très simple. Il y a pas, voilà. Alors moi, je cherche toujours à être clair. Voilà. Mon objectif, c'est de bien renseigner tout le monde sur ce genre d'outils.
Enfin voilà, il y a différentes enveloppes qui peuvent être utilisées, etc. Il faut jongler sur les enveloppes, etc. Mais c'est très simple en fait, et dès qu'on maîtrise un peu, il n'y a pas besoin de faire beaucoup, mais dès qu'on maîtrise un peu la fiscalité, moi je déteste la fiscalité, hein, mais c'est quelque chose, on est obligé de creuser un peu le sujet, parce que, enfin voilà, les cadeaux fiscaux, c'est assez rare de la part des États en général, donc quand il y en a, il faut en profiter. Et sur l'investissement en bourse, sur les small caps, il y a des gains. En tout cas, voilà, on prend plus de risques, mais on y gagne au change en termes de taxation. Et avec des plafonds qui peuvent vraiment être oui, on très élevés. a quand même des plafonds assez... Voilà. Il y a aussi des techniques pour augmenter le plafond, parce qu'on est limité, bien sûr. Alors, le plafond, c'est un plafond sur les versements. Hein. Sur ces outils-là, ce n'est pas un plafond au niveau de la plus-value. Hein. Bien sûr, si la plus-value gonfle et que vous dépassez le plafond, il n'y a pas de problème, tant que c'est les versements qui ne doivent pas dépasser le plafond. Donc, voilà. Et ça va jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros. Oui, voilà, ça va jusqu'à, de mémoire, le cumul des enveloppes s'élève à 225 000 euros, il me semble. Je crois que c'est ça, ouais. C'est le chiffre que j'ai en tête aussi. Voilà. Très bien, c'est très intéressant ce que tu nous racontes là. Donc, à l'heure où on parle, tous les jours, tu envoies ta lettre à tes plus de 10 000 lecteurs maintenant. 12 000. 12 000. Et au moment où cette vidéo sera diffusée, ce sera plus encore, parce que ça va très vite. Moi, j'étais épaté par le succès de ta lettre. Donc, on travaille maintenant ensemble. Donc, je vois quelles sont tes performances. Je vois le nombre de personnes qui lisent tes emails, parce qu'il y a effectivement 12 000 personnes qui sont abonnées, mais selon les emails qu'on envoie, on peut savoir combien de personnes les lisent. Et chez toi, c'est vraiment les niveaux de lecture les plus élevés que j'ai vus depuis que j'ai commencé. Donc je suis très impressionné par ça. Ça veut dire que je pense que tu touches une corde vraiment sensible chez nos lecteurs. Donc j'encourage vraiment nos lecteurs à te suivre dès qu'ils le peuvent. Il y a une raison supplémentaire de te suivre, c'est que tu organises un événement très très important pour l'investisseur de crise lundi 18 mai. C'est quelque chose qui va se dérouler sur ta lettre et qui ne va être pas disponible sur les autres lettres de Vauban, la lettre Les investisseurs en particulier que je rédige moi-même. Donc c'est important que les gens s'inscrivent à ta lettre maintenant, parce que dès lundi, ils risquent de rater en fait, le plus grand événement qui aura eu lieu sur ta liste depuis qu'elle existe. Oui, alors quand je t'ai rejoint, on avait donc une idée l'idée c'était en fait de partager le bénéfice de ma stratégie que j'ai développée. Bon, j'en ai pas beaucoup parlé là parce que j'en parle beaucoup dans les lettres, où j'ai dévoilé pas mal de points de la technique. On pourra peut-être y revenir si on a quelques minutes encore. Mais voilà, donc on a réfléchi à la meilleure façon possible de partager ça avec des personnes qui seraient intéressées pour investir donc sur le marché français, sur des small caps, et construire un portefeuille assez dynamique. On n'est pas sur des portefeuilles de rentabilité, on est sur, moi j'appelle ça un portefeuille de performance, donc on recherche la performance avec le risque qui va avec. Bien sûr, on essaye le rapport de toujours arbitrer entre les deux, que ça ne devienne pas trop risqué et qu'il n'y ait pas de rentabilité, bien sûr. Donc l'objectif, voilà, c'est de proposer de la meilleure façon qui soit. Voilà. Et donc on a un lancement le 18 mai, on est dans les derniers préparatifs. Moi, je m'occupe déjà de travailler pour la grande surprise du mois de juin. Au mois de juin, je vais dévoiler une valeur que j'ai déjà repérée, qui me semble être très intéressante, sur laquelle je pense que les investisseurs institutionnels, en tout cas, c'est une valeur qui me paraît bien entourée. Voilà, je dois encore poursuivre l'analyse, il y a du fondamental, etc. Le challenge pour les analystes en ce moment, c'est vraiment le contexte qui est très particulier. C'est très très dur de faire ses premiers pas en ce moment et de donner des idées d'investissement, parce qu'on est un peu sur un sable mouvant et voilà, on se prend des coups de tous les côtés. Donc voilà, j'essaie d'avancer malgré ça, de prendre tout en compte. Le marché a bien rebondi, on en discutera certainement aussi, mais voilà. Juste pour revenir sur ma stratégie rapidement, même si mes lecteurs en ont déjà un peu déjà découvert. Il y a des gens qui regardent la vidéo qui ne savent encore rien sur toi. Voilà, donc exactement. Les détails sont intéressants. Exactement. Ma stratégie
je ne peux pas tout dévoiler, mais la stratégie comment dire, pour déceler les manœuvres des investisseurs institutionnels, bon, c'est beaucoup d'observations déjà, parce que forcément, ce n'est pas quelque chose qui se lit dans un outil mathématique ou sur un chiffre. Vous allez avoir un chiffre à 10 décimales, ça ne va pas vous parler. Par contre, moi, ce que je fais, donc, je commence par le carnet d'ordre. Donc, le carnet d'ordre, c'est simplement une présentation en direct des ordres d'achat et de vente, etc., aux différents cours. On a une visibilité en fonction de la profondeur. Enfin, bref, on a une vision un peu de ce qui se passe entre l'offre et la demande. Moi, mon travail, parfois, qui peut durer plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est que donc, j'observe la dynamique sur ce carnet d'ordre. Parfois, on voit des choses passer. Des choses, des ordres qui clignotent, etc., des montants, etc. Donc je m'occupe, moi, de faire cette analyse-là. Par expérience, je sais que les investisseurs institutionnels ont des techniques qui passent inaperçues mais on voit dans les ordres, c'est assez particulier. En fait, tu repères des motifs dans les ordres. Exactement. En fait, il y a des techniques, il y a les ordres iceberg, je l'ai expliqué il n'y a pas longtemps dans une lettre. Un ordre iceberg, c'est par exemple quelqu'un qui est tellement volumineux, qui va acheter un ordre, qui a un ordre tellement volumineux pour éviter le balancer comme ça sur le marché et que ça se voit dans le carnet d'ordre qui commence complètement à se déséquilibrer. C'est en fait, comme son nom l'indique, un ordre iceberg, c'est-à-dire qu'il y aura une face émergée qui sera toute petite par rapport en fait à sa taille réelle. Et en fait, il y aura que la face émergée qui va pouvoir être négociée. Et ensuite, à chaque fois, il y aura une nouvelle tranche qui va apparaître tant que toute l'iceberg ne sera pas remontée. Et ça, alors typiquement, je les vois à coup sûr. Ça fait 15 ans maintenant et je les vois assez souvent, ces ordres-là. Il faut juste être devant le carnet d'ordre à ce moment-là pour les voir. Ça peut durer plusieurs heures. Le cours, en général, fait des mouvements un peu particuliers, etc. Bon, ça, c'est mon premier, le carnet d'ordre, l'analyse du carnet d'ordre, c'est mon premier outil. Le deuxième, c'est plutôt d'ordre légal, c'est-à-dire que les investisseurs institutionnels, de par leur taille, ils investissent des sommes conséquentes. Donc du coup, quand ils arrivent sur les small caps, ils achètent des parts du capital, donc du total qui sont importantes. Et le problème qui se pose pour eux, c'est qu'ils doivent se déclarer auprès de l'AMF. C'est l'autorité des marchés financiers qui surveille que tout se passe bien sur les marchés, Exactement. Que les règles du jeu sont justes pour tout le monde. Ils doivent se déclarer en fait des passages de seuil de détention du capital. Moi, j'utilise ça simplement pour... alors, bien sûr, tout le monde y a accès. Enfin, tout le monde ne connaît pas ça. Et pas beaucoup de monde, finalement, l'utilise. Mais en tout cas, on y a accès. Moi, j'utilise l'historique, etc. Je regarde un peu la dynamique, je regarde qui était là. Parfois, on peut trouver je ne sais pas si les fonds d'investissement, mais on peut trouver des fonds comme BlackRock, etc. Je cite BlackRock parce que j'ai une grande histoire avec eux sur un titre, justement, qui était adossé à United Pharma, je ne sais plus trop. Voilà, à froid comme ça, c'est un peu compliqué, mais c'était justement un fonds qui était arrivé à l'époque, que j'avais vu, et un mois après, on avait appris que BlackRock passait à plus 5% du capital et ça fait flamber le cours, forcément. Pour être très concret pour les spectateurs, la manière dont ça se passe, c'est qu'en fait, on est obligé de communiquer officiellement. BlackRock a dépassé 5% de capital, BlackRock a dépassé 10% de capital, et dans l'autre sens aussi quand il passe dessous. Voilà, c'est à la hausse ou à la baisse. Donc tu sais, grâce à ça, quels sont les niveaux approximatifs de chaque investisseur institutionnel sur la position. Voilà, et je pense que tout investisseur qui investit sur une valeur doit s'intéresser à ça parce que en règle générale, quand on a des fonds sur des valeurs qui détiennent 5% par exemple, et ces fonds-là font des super perfs annuels, on se dit qu'ils font quelque chose de juste. Voilà, bon après bien sûr il y a l'analyse fondamentale, on se fait son propre avis. Moi je ne m'arrête pas à observer comme un petit poisson, même si on peut faire le poisson pilote sous le requin, mais ça va bien plus loin que ça, on n'est pas aveugle et on n'avance pas comme ça. Des discussions que j'ai eues avec toi, ta méthode en fait c'est une combinaison de facteurs plus quelques épices maison que tu as rajoutées. Exactement, ouais. Oui, voilà, 60% du temps, c'est la finance comportementale. Ce que j'appelle finance comportementale, c'est l'analyse du cours, etc., les investisseurs institutionnels, le capital, etc., la structure du capital, comment les choses se présentent, comment la désirabilité du titre aussi. C'est sûr que si le capital verrouillé, c'est-à-dire qui est détenu par les dirigeants, etc., est de 50% et qu'il n'y a que 50% sur le marché, on se dit, bon, il y a quand même une grosse part qui est verrouillée, qui est détenue par des gens qui stratégiquement garde la valeur en portefeuille, parce que stratégiquement, pour des raisons après d'OPA, etc., bon,
Voilà, mais on se dit, bon, là, il y a quand même un profil, il y a toujours un profil, il y a un pattern, voilà, des sociétés qui font des explosions comme ça. À chaque fois, quand vous revenez dans le passé et que vous regardez à cette période-là, vous avez deux choses. La première, c'est une phase d'accumulation, c'est-à-dire il y a toujours un cours avec une figure très particulière en chartisme, qui est très recherchée d'ailleurs des traders, parce qu'elle est extrêmement puissante, c'est cette forme en soucoupe, qui montre que le cours est travaillé, il est accumulé, etc. Alors après, il y a d'autres indices que j'utilise pour le voir, parce qu'il ne faut pas les rater en général, il ne faut pas les rater. Et la deuxième chose, c'est qu'on a toujours des investisseurs institutionnels qui, à ce moment-là, accumulent le titre. Donc voilà, moi j'appelle ça phase cachée, parce que c'est des phases où il y a toujours... voilà, il y a une hiérarchie en bourse, hein, malheureusement, qui s'observe toujours. C'est que voilà, tu prends une courbe exponentielle, au début à plat, le cours à plat, tu as une phase où les investisseurs institutionnels manœuvrent. Et à chaque fois que j'ai regardé dans l'historique, j'ai toujours vu les mecs, voilà, ils arrivent au moment où ça n'a pas encore décollé. Voilà, et c'est après. La première chose qui met en général le feu aux poudres, c'est les déclarations de seuil, qui sont comme, parce que forcément il y a beaucoup de gens qui suivent les investisseurs institutionnels, et quand ils arrivent sur un titre, on sait que le capital est verrouillé, on sait que le flottant est réduit, donc là il faut y aller. Et donc là déjà il y a une première vague, et puis en général, comme il n'y a jamais de fumée sans feu, c'est que l'entreprise est viable, donc après elle se médiatise, etc. Il suffit que le marché la révèle en quelque sorte, qu'elle soit, je sais pas moi, une journée à plus 10%, vous allez la voir dans les meilleures perfs de la journée, il y a des gens qui vont aller dessus, qui vont aller voir, ils vont se dire oh, mais c'est magnifique, puis après on a tous les moutons, etc. Ça peut durer un certain moment, ça peut durer une année, voire deux, et puis vous avez des entreprises qui font x40 comme ça, j'en ai déjà vu, même sur le marché français. Et voilà, et c'est en général à ce moment-là qu'il faut sortir du titre. Évidemment. Voilà. Ah oui, c'est quand ça commence à devenir... Donc, pour récapituler, la première chose, ton premier indicateur, c'est le carnet d'ordre. Oui. Le deuxième, c'est déclaration de franchissement de seuil, etc. C'est mes deux premiers qui me permettent de valider un peu vaguement. Et mon troisième, c'est celui qui me permet... En général, quand j'ai les trois qui sont vérifiés, je fonce sur la valeur. Je ne me suis jamais retenu. Parce que, voilà. Alors, après, bien sûr, il y a un suivi de la valeur, mais en tout cas... Et donc, bon, je vais essayer d'être le plus clair possible, parce que là, on rentre vraiment dans la finance comportementale, mais j'utilise l'indice d'accumulation-distribution. Il y en a deux. Il y a l'indice de shaking, bon, c'est un peu compliqué, qui prend comment dire, en compte les cours. Et, enfin voilà. Ce qu'il faut retenir, je vais essayer d'être le plus simple possible, c'est qu'en fait, les mouvements en bourse, c'est un peu comme la Lune. Vous avez une face visible, tout le temps la même, et vous avez une face cachée. La phase visible, c'est le cours qui baisse ou qui descend. Quand il baisse, on se dit, bon, la valeur n'est pas désirée. Et quand le cours monte, on se dit, bon, la valeur est désirée. C'est le raisonnement le plus instinctif qu'on a en bourse. Le problème, et c'est ça l'art des small caps, c'est que sur les small caps, les volumes sont tellement faibles, parfois, enfin tellement faibles, on arrive quand même à acheter et à vendre, hein, mais sont tellement faibles que les institutionnels travaillent le cours, mais comme ils travaillent le cours, ils biaisent indirectement le jeu de l'offre et de la demande, et vous vous retrouvez avec des cours qui sont à plat ou même parfois qui baissent. Et pourtant, le signal de hausse est aussi fort qu'un cours qui doublerait ou qui triplerait. Et ça, on ne le voit pas au premier regard, on ne le voit pas quand on regarde le cours. On se dit, oh, on voit une action qui... un oubli de marché, on se dit, bon, le titre, il ne fait absolument rien depuis 2 ans, pourquoi j'achèterais cette valeur? Et pourtant, depuis 2 ans, il y a la face cachée de la Lune. Vous avez des investisseurs qui accumulent. Ils scellent le capital. Et il y a des indicateurs en bourse qui permettent de voir ça. Alors, ils permettent de voir ça sur les grosses valeurs. Tout le monde l'utilise, l'indice de... Mais moi, j'ai reconfiguré cette analyse-là parce que je me suis dit non. C'est ta sauce spéciale. Voilà, exactement. Je me suis dit l'indice d'accumulation-distribution ne marche sur les titres avec beaucoup de volume. Parce que quand il y a beaucoup de volume, cet indice-là fluctue convenablement. Sur les small caps, c'est un peu différent. Comme il n'y a pas beaucoup de volume, alors c'est un avantage parce qu'on voit... c'est un avantage. C'est très difficile de rester simple, parce que c'est quand même compliqué. Mais en fait, comme il n'y a pas beaucoup de volume sur les petites boîtes, l'indice d'accumulation-distribution révèle à 100% le mouvement des investisseurs institutionnels et pas le marché dans sa globalité, puisqu'il n'y a personne d'autre. Enfin bon, j'exagère un peu. Presque. Oui. Voilà. Mais c'est un indice qui marche très bien, enfin qui a un bon ratio. Hein. Les traders l'utilisent d'une certaine façon sur les gros titres, parce que c'est un bon indice. Par exemple, si vous avez le cours qui descend
Et cet indice qui monte, par exemple, ça vous montre que même si le cours baisse, donc on pourrait croire que le titre est vendu, en réalité, ce qui a conduit le titre à baisser, c'était plus des achats que des ventes. Alors, c'est qu'il y a des investisseurs importants qui sont en train de se placer dessus de manière intelligente et avec de gros moyens. Voilà, qui ramassent en fait les titres des gens qui vendent. On croit que le titre est vendu, mais en fait, il n'est pas vendu. La dynamique, elle est baissière, mais en réalité, elle est haussière. Alors, c'est compliqué. Et quand il y a une divergence là-dessus et que vous avez l'accumulation-distribution qui fait exactement l'inverse du cours, en général, on a une divergence et alors là, on a un mouvement qui n'est pas sain par rapport à sa direction. Alors, le trader va se dire, OK, s'il y a une baisse et qu'elle n'est pas saine, c'est qu'on va repartir à la hausse. S'il y a une hausse et qu'elle n'est pas saine, alors là, attention, il faut tout de suite sortir du titre parce que ça veut dire qu'il y a une hausse qui tient sur des ventes. Voilà. Donc en fait, l'indice d'accumulation distribution permet de mesurer la vélocité d'un mouvement, c'est-à-dire la vitesse à laquelle, le support, la puissance du mouvement en fait. C'est comme un train lancé à pleine vitesse. C'est comme un paquebot, quoi. C'est un mouvement qui a du caractère. À l'achat, par exemple, c'est un mouvement qui est acheté, c'est-à-dire il y a des gens avec du volume, la valeur, elle est désirée. Un mouvement qui n'a pas de caractère, c'est quelque chose c'est un château de cartes. Voilà. Et sur les small caps, cet indice-là, en le reconfigurant un peu, c'est-à-dire en modifiant un peu l'observation qu'on a en fait de cet indice-là, parce que c'est pas si évident que ça, moi j'arrive à déceler la manipulation des investisseurs institutionnels, tout simplement parce que dans le cours ça se voit pas, mais dans l'indice d'accumulation-distribution, ils peuvent pas le cacher, puisque de toute façon ils accumulent des titres, donc forcément, voilà, pour être simple. Après c'est un peu plus compliqué, mais je pense que tu en as déjà dit beaucoup. C'est vrai que c'est pas des choses qui sont simples. C'est aussi pour ça que moi je suis vraiment très content que tu aies décidé de rejoindre Vauban, parce que tu apportes vraiment cette expertise très pointue qu'on n'avait pas encore dans nos rangs, et ta lettre, elle est vraiment consacrée à ta méthode, et ça c'est vraiment quelque chose qui est à mon avis très utile pour les investisseurs qui veulent aller plus loin que simplement se construire un portefeuille de base. On rentre dans des choses beaucoup plus avancées avec un investisseur comme toi qui a quand même passé beaucoup de temps à étudier tout ça, qui a un côté un petit peu maniaque, j'ai envie de dire, un petit peu obsessionnel quand même. Je pense que c'est un peu lié, l'observation du marché, il faut être sensible aussi. La finance comportementale, c'est de l'observation qui ne se fait pas à partir de robots, même si on va vous faire croire dans les banques il faut des logarithmes pour... non, les marchés, ça reste un travail d'humain. Et c'est ce qui fait la beauté du marché financier, c'est que ces évolutions et ces soubresauts, etc., sont le résultat d'êtres humains et de leur comportement qui cristallisent. Et c'est pour ça que les robots n'ont rien à faire dans ce jeu-là, et c'est pour ça que je ne défends pas du tout cette finance qui systématise, qui s'électronise en quelque sorte. Et aussi que je ne soutiens pas l'investissement court terme, c'est pour ça que le 18 mai, on a une surprise, mais c'est de l'investissement malgré tout long terme. Pour moi, long terme, c'est 1-3 ans. Plus si jamais il y a des valeurs vraiment qui sont incroyables et pourtant qui mettent du temps à démarrer, c'est aussi possible. On n'est pas à l'abri de retard de marché, d'oubli de marché. Il nous reste plus beaucoup de temps. J'aimerais bien juste rapidement qu'on aborde le contexte actuel du marché, parce qu'on est dans un moment très particulier. On a vécu ce Corona Crash, on a eu un marché haussier fulgurant. On a quand même beaucoup de nervosité maintenant. On a une forte possibilité de repartir à la baisse très fortement, soit pour aller visiter des plus bas, soit pour aller visiter des presque plus bas. Qu'est-ce que tu penses de cette situation-là ? Comment toi tu la vis en tant qu'investisseur ? Quel est ton avis par rapport à ce qui est en train de se passer maintenant ? Alors c'est la question, je pense que chacun d'entre nous a des infos contradictoires. Je pense qu'on est dans une situation qui est exceptionnelle, il faut le dire, par sa provenance. On a quand même, économiquement, on a quand même des choses qu'on ne connaît pas et il faut l'admettre. Il faut attendre de voir ce qui va se passer.
moi, j'ai plutôt, ça va pas paraître original, mais je suis plutôt au milieu parce qu'en général, c'est souvent les scénarios médians qui se vérifient, et surtout en bourse. Donc, du coup, ça tombe bien. Mais en tout cas, économiquement, puisque de toute façon tout est lié, même si le marché est un peu décalé par rapport à la réalité, on pourra en parler. Mais économiquement, je suis plutôt sur un scénario médian. Même si aujourd'hui c'est quasiment impossible de répondre parce qu'il y a beaucoup de l'effet domino qu'on ne maîtrise pas. On est incapable de savoir si aujourd'hui le premier domino qui est tombé est capable de lancer une dépression plus grave qui nous conduirait vraiment à des marchés baissiers plus long-termistes. Je pense qu'on s'est stabilisé économiquement parce qu'on a des entités économiques comme la BCE, enfin les banques centrales, etc., les États qui ont fait énormément. Ça aussi, c'est une inconnue, puisqu'on ne connaît pas l'impact que peut avoir ces interventions. Voilà, ces plans de sauvetage, on peut le dire, même de reconstruction. Il y en a même qui parlent de reconstruction tellement... voilà. Il y a plein de choses. Il y a l'emploi, on ne sait pas combien va repartir pour l'emploi. Et j'irai même encore plus loin, c'est qu'on a peut-être même profondément une modification de la construction économique par rapport aux entreprises. Par exemple, la question du moment en ce moment, c'est le déconfinement et le travail, on a tous pu le constater, le travail à la maison. Il y a des questions qui se posent sur l'intérêt de garder ça ou pas. Voilà, il y a des gains il y a des gains pour les entreprises et pour les gens en termes de bien-être, etc. Des deux côtés qui pourraient être bénéfiques au travail un peu plus, à une société en fait un peu plus cloisonnée en tout cas en termes de travail. Et d'autres qui pensent que c'est tout le contraire. On ne sait pas où on va avec ça, on ne sait pas ce que toutes les nouveautés qu'a entraîné la crise va permettre sur quoi ça va déboucher. En tout cas, sur les marchés financiers, on est beaucoup remonté quand même malgré tout. Moi, j'étais plutôt, mes lecteurs le savent, j'étais plutôt pour une deuxième vague, même si j'ai plus de mal à croire à un plus bas immédiat. C'est compliqué maintenant de voir ça. Oui, c'est compliqué. Donc, je pense malgré tout que, bon, pour parler du CAC 40, puisque moi je suis vraiment sur le marché français, je pense qu'en dessous de 4200 points, 4000 points, on a des opportunités voilà. Après, sur les small caps, c'est compliqué. Voilà, à quel point, justement, cette situation très particulière qu'on vit, c'est une opportunité ou un obstacle dans la recherche que tu fais tous les jours de petites pépites small cap? C'est plus compliqué, c'est sûr. Moi, ça m'a quand même bien modifié ma façon de travailler. C'est des choses à prendre en compte, c'est des choses exogènes qui arrivent. Là, actuellement, moi, j'évite les valeurs de santé parce qu'elles ont énormément augmenté. Dès qu'une entreprise parle de Covid dans ses rapports ou dit qu'elle a un projet par rapport au Covid, c'est parti. On a des cours qui explosent. Les biotech, la crise du Covid a réveillé le marché biotech, quand même, j'ai vu ça, qui avait plongé, mais qui est à un moment remonté. Je le suis parce que c'est un peu mon premier amour. Mais voilà, donc il y a des valeurs à éviter. Moi, j'essaie de chercher des valeurs sur les small. Aujourd'hui, le marché est plus risqué, bien sûr, on ne peut pas se le cacher, mais aussi offre des opportunités plus intéressantes. Il y a aussi un autre point, c'est que le marché des small caps est baissier depuis 2018, alors que le CAC 40 est baissier depuis seulement 2020, depuis le début de l'année. Le marché des petites entreprises est un peu délaissé. En tout cas, les investisseurs ont réduit la voilure pour des raisons peut-être plus pragmatiques que sur les marchés plus globaux. On a décroché complètement, c'est-à-dire que par exemple, des indices, l'équivalent du CAC 40 pour les petites sociétés, a décroché de 40%. Depuis 2018, depuis les plus hauts. Donc on a quand même, par rapport aux valorisations qui étaient quand même très importantes en 2018. En 2018, rentrer sur un marché où les indices étaient très hauts, c'était compliqué. On a par rapport au top du top des valorisations, on a quand même bien réduit. Donc on a plus de risques, mais on a aussi des dossiers qui peuvent vraiment repartir à toute vitesse. Et donc, toi, tu es en plein dans la finalisation de l'analyse d'une pépite small cap française. Tu vas laisser l'opportunité à tes lecteurs de la découvrir à partir du lundi 18. Donc c'est ce lundi. Alors elle ne sera pas disponible tout de suite, la valeur, parce qu'il faut le temps de faire le dossier, et puis aussi moi j'ai quelques petites alertes sur le marché, donc je prends mon temps et je ne veux pas faire n'importe quoi.
Donc on prend bien notre temps, voilà, on fait bien des périodes comme ça, il faut vraiment prendre beaucoup plus de temps pour les titres, chaque titre individuellement, parce qu'on est dans des situations tellement tendues que voilà. Mais en tout cas, la première valeur, on aimerait bien la révéler pour le mois de juin, donc 1er juin. Ça c'est à terme notre grand, c'est que le 1er juin, on devrait parler d'une valeur. Voilà, Mais il faut être sur ta liste alors bien sûr, d'envoi avant cette date-là pour bien sûr, pouvoir voilà, exactement. Donc, connaître cette valeur en fait. exactement, exactement. Et donc lundi, toi tu as donné rendez-vous, je sais déjà, à Lundi tous 18 tes mai. lecteurs pour ce décollage. J'insiste auprès des gens qui regardent cette vidéo, si vous n'êtes pas inscrit à la lettre de Clément, l'investisseur de crise, vous n'allez pas pouvoir avoir accès à ses recommandations, à ses conseils. Donc si ça vous intéresse, il est indispensable que vous vous inscriviez à sa lettre. Forcément, quelque part sur la page sur laquelle vous vous trouvez, vous devez avoir un lien ou une manière de vous inscrire. On va prévoir ça. Donc regardez bien. Sachez que même si vous êtes inscrit à ma lettre, les investisseurs, moi j'ai parlé du travail de Clément, mais je ne parlerai pas de son événement de la semaine prochaine dès lundi. Donc il faut vraiment vous inscrire si vous êtes intéressé par ça. Moi je pense que c'est une superbe opportunité. Je vais suivre ça personnellement avec énormément d'intérêt. Je me réjouis vraiment de voir le travail que tu vas délivrer. Je pense que le travail que tu as déjà fait est vraiment très intéressant. Les retours des lecteurs sont vraiment géniaux. Je parlais l'autre jour avec des gens de notre service client qui reçoivent beaucoup de lettres où les gens sont vraiment impatients de savoir ce que tu vas proposer pour la suite. Oui, c'est galvanisant. Pour la lettre, en tout cas, moi, oui, j'invite les lecteurs, en tout cas les personnes qui nous regardent aujourd'hui, à rejoindre l'investisseur de crise, parce que même au-delà dans cette lettre, je suis passionné d'économie et j'ai un regard différent, donc j'en profite aussi pour parler de de l'économie et de la bourse différemment. Je prends beaucoup de temps pour ça, mes lecteurs depuis 2 mois le savent. J'aime beaucoup expliquer les choses, on a parlé de thèmes aussi variés que le pétrole, etc. Je pense que sur les marchés, en économie, dans tous les domaines qui soient, l'information a un coût, ça certes c'est une chose, mais je pense que c'est surtout l'ignorance qui a un coût. Et voilà, il y a des choses qu'on peut partager ensemble. Et en tout cas, dans cette lettre, je partage beaucoup de choses et c'est toujours avec un grand plaisir. Je suis passionné par ça, donc voilà, j'invite tout le monde à nous rejoindre parce que voilà, c'est une aventure que j'aimerais faire vivre au maximum de personnes. En tout cas, je te félicite pour le lancement de ta lettre qui est un vrai succès et je te souhaite vraiment une bonne semaine dès lundi parce que je sais que c'est une semaine vraiment importante pour toi. C'est une semaine importante aussi pour Vauban qui a mis beaucoup d'énergie pour te soutenir dans tout ce que tu voulais mettre en place. Tu avais vraiment un projet très précis, on a tout fait pour que ça se réalise au mieux. Donc j'espère que si vous suivrez l'investisseur de crise dès lundi, vous serez emballé par ce que Clément propose. J'arrête ici cette interview. Clément, je suis sûr qu'on aura d'autres occasions de se parler plus tard puisque tu es aujourd'hui tous les jours dans les bureaux de Vauban et ça va continuer encore pour longtemps. On prévoit de faire de nouvelles vidéos, on prévoit de faire peut-être des podcasts prochainement. Ça, je ne devrais pas le dire, mais c'est un projet qui est dans les tuyaux. Donc, restez bien attentifs à tout ce qu'on va vous proposer dans les prochaines semaines. Il y a plein de choses dans les tuyaux. N'hésitez pas surtout à vous inscrire à la lettre de Clément, l'investisseur de crise. Et je vous remercie de nous avoir regardés. Je vous dis à très bientôt.